Ces deux déviations me semblent témoigner de manière opposée, mais qui néanmoins se rejoignent sous certains rapports, les passages à l'acte envers les patients, d'une même incapacité à soutenir ce qui fait la difficulté, mais j'oserais dire aussi la grandeur de notre discipline. L'articulation nécessaire entre pratique du soin et théorie du psychisme. C'est cette articulation dans son écart maintenu qui permet de maintenir cette liberté de jeu, ce recul vital qui n'est pas sans engagement, et pour lequel la notion de décoïncidence de François Julien me semble tout à fait pertinente. La théorie nous permet d'éviter une empathie trop marquée et inadéquate, tout comme la pratique nous oblige à toujours remettre en cause nos théories, qui ne sont jamais que des approximations, des échafaudages, disait Freud. Et là aussi, la volonté de décoïncider en rupture, que ce soit chez Ferenczi ou chez Lacan, aboutit en fait à une surcoïncidence sur l'un des aspects seulement du problème, l'empathie chez Ferenczi, la théorie chez Lacan. Et pareillement, leur inévitable heurt au réel les amène à une mise en cause extérieure. C'est la faute de Freud pour Ferenczi et de l'IPA pour Lacan. Comme pour la dysphorie de genre ou l'infidélité conjugale, on ne peut qu'être impressionné par leur séduction dans le public, malgré leurs contradictions et aberrations. Je suis ainsi frappé du fait qu'au sein même de la Société psychanalytique de Paris à laquelle j'appartiens, une certaine fascination pour Lacan persiste, héritière d'un lointain complexe d'infériorité et de séduction par l'illusion de maîtrise théorique pas encore surmontée. De même que le retour actuel de la vogue de l'étiologie traumatique, annulant d'un coup toute la démarche de Freud sur la place du fantasme, et le renouveau des techniques de suggestion, hypnose et méditation. Là aussi, la notion de décoïncidence me paraît décisive pour nous dégager de ces emprises. Avant de conclure, je voudrais suggérer que la psychanalyse, même sans aller jusqu'à ces dérives que représentent le lacanisme d'un côté et les expérimentations de Ferenczi de l'autre, pourrait être travaillée de l'intérieur par ce risque de la recoïncidence, alors même que sa démarche initiale peut être considérée comme de décoïncidence avant tout. C'est ce qu'a pu ainsi relever Paul Ricoeur dans son important travail sur Freud, trop peu reconnu par les analystes à mon point de vue. Je vais citer 3 points qu'il a soulignés. L'accent mis par Freud sur l'archéologie, en méconnaissant la téléologie implicite qui pourtant infiltre sa démarche. Et comment pourrait-il en être autrement pour une thérapeutique? L'accent mis par Freud sur l'ananké. Je cite Ricoeur, « La réalité est-elle seulement l'ananké? Est-elle seulement la nécessité offerte à ma résignation? N'est-elle pas aussi la possibilité ouverte à la puissance d'aimer ?» Et enfin, le modèle économique. Je cite toujours Ricoeur, qui chez Freud a un rôle très ambigu, un rôle heuristique par l'exploration des profondeurs qu'il aura permises, un rôle conservateur par la tendance qu'il aura encouragé à transcrire toutes les relations de sens dans le langage d'une hydraulique mentale. Plus largement, on pourrait également, à mon sens, mettre en évidence ce risque d'une recoïncidence à propos de deux débats contemporains. La notion de pulsion de mort. L'introduction de cette notion par Freud peut se comprendre à l'origine comme une tentative de rendre compte de certains mécanismes apparemment paradoxaux et contredisant le principe de plaisir, tel qu'il se manifeste dans les cauchemars par opposition au rêve, réalisation de désir, et la réaction thérapeutique négative, aggravation inattendue d'une cure analytique qui jusque-là marchait bien. Or, en parlant de pulsion de mort, il y a un vrai risque d'objectiver, d'hypostasier le mal, qui peut aboutir à une attitude de renoncement dans certaines pathologies très graves. On n'y peut rien, c'est la pulsion de mort. Alors qu'il peut être vital de tenter au contraire de poursuivre la cure dans ces conjonctures très difficiles. À l'inverse, il existe un véritable danger dans ces conjonctures donc marquées par la destructivité d'une intervention trop active de l'analyste qui pourrait empiéter, suggérer, séduire, en s'identifiant trop à son patient, et donc là à nouveau en coïncidant. Il serait donc sans doute très important de supporter l'intensité de la destructivité, souvent subie d'abord par le patient avant qu'il ne soit tenté de la transmettre à ses soignants, mais précisément pour être capable de s'en dégager et d'en dégager le patient. Je releverai sur cette question d'une possible décoïncidence du concept de pulsion de mort, celle opérée par Nathalie Salzman avec sa proposition du concept de pulsion anarchiste. C'est pour elle une facette de la pulsion de mort, en ce qu'elle est une force de déliaison, mais pour l'auteur, elle est au service de la vie pour la renouveler par cette destruction créatrice. Autre débat, celui concernant la pulsion, l'objet et le sujet en psychanalyse.
La psychanalyse, à travers ces notions, a proposé de se décaler, de décoïncider, pourrait-on dire, avec la psychologie de la conscience et du sens commun, pour accéder à une certaine objectivité, scientificité, à partir de modèles inspirés des sciences physiques, la thermodynamique, et biologiques, les besoins affectifs étayés sur les besoins vitaux primaires. Pourtant, la nécessité inversement de se dégager de cet objectivisme excessif s'est de toujours fait sentir. Il a été souligné de l'extérieur de la psychanalyse par Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Georges Politzer, et puis tout le courant phénoménologique psychiatrique. Mais cela se manifeste aussi à l'intérieur de la psychanalyse, avec le fait de considérer autrui, et en tout premier lieu les autrui principaux, la mère, le père, l'analyste, non seulement comme des objets des pulsions, ce que l'on dit dans le langage habituel de la psychanalyse, mais aussi d'autres sujets, et de soulever à cette occasion les enjeux de reconnaissance qui y sont présents. Et ceci n'est pas simplement le fait de la psychanalyse américaine, Cohut, Erikson, mais aussi anglaise, avec en particulier Winnicott, l'importance du miroir du regard maternel. Et en France, dans la lignée de Winnicott, René Roussillon et Raymond Kahn, la notion de subjectivation. Avec Winnicott, la notion d'objet est par ailleurs transformée par celle d'objet transitionnel, la notion de créer-trouver, d'illusion, qui est conçue dans un sens positif et non seulement négatif, comme chez Freud. L'enjeu sera ici pourtant de ne pas retomber dans l'écueil d'une psychologie pré-psychanalytique, et donc de garder le recul qu'a permis Freud par rapport à la psychologie de la conscience. Et c'est me semble-t-il, ce que permet toute la réflexion sur le contre-transfert, comme tentative de conciliation entre la réalité pulsionnelle et la réalité intersubjective, qui se manifesteront en clinique à travers l'humour, par exemple, ou les agirs dans la cure. En conclusion, je proposerai donc de distinguer le métapsychologique de la métapsychologie, reprenant la distinction de François Julien entre le métaphysique et la métaphysique, dans la mesure où cette dernière est une construction abstraite. C'est une distinction qui me semble bien analysée par Jean-Luc Donnet dans Le Divan bien tempéré et son chapitre L'opération méta, avec son concept d'écart théorico-clinique. Je le cite. La théorie ne rencontre-t-elle pas l'exigence de synthèse? N'est-elle pas contrainte de produire des modèles extensibles globaux à la hauteur de la globalité de l'objet? Du coup, n'est-elle pas exposée à devenir une psychologie psychanalytique, plus aisément infiltrée par l'idéologisation? Donnet propose de rattacher l'idéalisation de la théorie chez les psychanalystes à la menace identitaire suscitée par la pratique. L'écart théorico-pratique serait donc un impératif éthique, ce qui est également souligné par la deuxième règle fondamentale, l'analyse de l'analyste, qui implique que le futur analyste doit d'abord faire lui-même l'expérience de l'analyse et non pas seulement recevoir la théorie. La métapsychologie serait donc la théorie prise isolément, le métapsychologique, ce qui résulte de cet écart permanent entre théorie et expérience. Le vif de cette expérience résidant toujours lui-même dans l'écart mis en œuvre en permanence par le dispositif analytique. Le principal apport de Freud à la psychanalyse réside dans sa volonté de rechercher derrière l'apparence le refoulé. Et l'histoire de la psychanalyse a amené ses héritiers à considérer que la vie psychique est une forme d'oscillation vitale sans doute entre découvrement et recouvrement. Il est des patients qui manquent cruellement de refoulement. La psychanalyse, et la psychanalyse post-freudienne en particulier, retrouve ainsi cette loi essentielle de la vie, d'alterner ouverture pour se nourrir et fermeture pour consolider son identité. À l'image de la mer, alternant hausse et basse mer, du moins pour l'Atlantique. La décoïncidence serait-elle ce qui permet le mieux de préserver cette alternance? Ce dont vous êtes parti au départ, c'est le fait qu'il y avait les trois situations que vous évoquez, celle de l'adultère, celle du transgenre et puis celle interne à la psychanalyse, qu'il y avait quelque chose, comme on nommait ce qui fait qu'on veut s'en dégager, s'en décaler. Vous avez dit pour la vie de couple, la vie mariée, bon, le train-train, l'habitude, enfin, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas à chaque fois, au fond, une coïncidence au sens le plus précis du terme, à savoir une forme d'adéquation? Adéquation de la vie du couple, voilà, c'est adéquat, donc c'est mortel, parce que c'est adéquat. Adéquation du genre, j'ai un genre, donc c'est mortel.
Adéquation, c'est la psychanalyse, l'adéquation de l'enseignement, enfin du maître, etc. Donc, est-ce que ce n'est pas à chaque fois, pour reprendre ces trois exemples, euh, au fond, ce phénomène, moi qui me paraît essentiel, à savoir que c'est l'adéquation qui, parce que c'est adéquat, donc ben, ça roule, si je puis dire, ça convient, eh bien, fait apparaître justement la nécessité de s'en défaire. Mhm. Ça, c'est le premier point. Le second, alors bon, il y a une question que ça pose, c'est quelle est la pertinence de la pensée et de la traduction dès qu'on l'exporte? Bien sûr, ce n'est pas métaphorique. Néanmoins, vous pensez à la traduction donc, au sein d'une même langue, comme au sein de la psychanalyse, la pratique psychanalytique, donc en se dégageant de l'écart des langues. Est-ce que c'est... Alors, je crois que c'est la question qui se pose, donc c'est ça qui m'intéresse dans votre exposé, c'est chaque fois qu'on prend une sorte de modèle, l'interprétation, bon, la pertinence, la question sur la pertinence se pose. Et notamment, est-ce que... je verrai cette question de deux côtés. D'une part, cette affaire entre fidélité ou trahison, moi, je ne vous cache pas qu'elle m'ennuie. Je veux dire, je sais que c'est le vieux débat qui traverse toute la traduction, fidèle ou trahissante. En fait, je ne suis pas sûr que... Alors, vous avez dit finalement, il faut trouver l'équilibre. Équilibre, vous avez conclu sur alternance. Est-ce qu'en pensant en termes d'équilibre, alors j'aime beaucoup la pensée de Ricoeur sur l'hospitalité, la langue, enfin, là je trouve, bon, c'est l'éthique de Ricoeur et là j'entends bien, mais est-ce en pensant cela en termes d'équilibre ou d'alternance, mais l'alternance elle-même produisant l'équilibre, est-ce qu'on ne rate pas quelque chose qui est la tension? Mhm. Personnellement, entre ce que vous avez décrit comme les deux pôles, euh, moi je verrais volontiers le traducteur dans l'antre, ni d'un côté ni de l'autre, mais un antre qui, par écart, l'écart des langues, ou au sein d'une même langue, la situation que vous évoquez, maintient en tension. C'est la tension qui me paraît féconde. Donc, équilibre, alternance, me paraissent quelque part chercher davantage une viabilité, peut-être une efficacité, hein, mais peut-être, en tout cas pour la traduction, en tout cas celle dont j'ai l'expérience, entre des langues, ce qui me paraît le plus fécond, c'est justement, c'est pas l'ordre de l'équilibre. Vous voyez, là, je ne suis pas chinois du tout, hein, parce que ce serait chinois que de vouloir l'harmonie Mhm. ou l'équilibre du zhong, de la centralité. C'est plutôt que, justement, euh, on est dans une situation impossible entre deux exigences adverses. On traduit, donc on cherche des équivalences, quelque part une assimilation, et en même temps on refuse cette assimilation, on se défie de cette équivalence proposée, on fait entendre la résistance dans la langue de départ de cette, comme ça, rabattement dans la langue dérivée. Donc ça maintient en tension donc euh, portée par l'impossibilité même de ce qu'on fait, comme toute rencontre, au fond, une rencontre, c'est une impossibilité en acte. Et donc, il me semble que on pourrait penser justement, euh, plutôt que sur le mode de l'équilibre, cette mise en œuvre d'une tension qui ne se réconcilie pas. Mhm. C'est pour ça que je résisterai à l'idée de dialectique. Je pense que ça ne se dialectise pas, mais que c'est à l'œuvre, et parce que c'est à l'œuvre dans cette exigence contraire, c'est productif. Autre hypothèse de ma part, dans la... Alors, par rapport à la question du modèle de la traduction, en rapport avec le sexuel, dans le second cas que vous avez évoqué, moi, il me semble qu'il y a quelque chose, quand même, enfin, je revendique, si vous voulez, la pensée de l'écart contre la différence. Parce que la différence, elle range. Mhm. L'écart dérange. Et dans le cas de la différence sexuelle, on sait qu'elle s'estompe, qu'on peut, vous l'avez très bien dit, enfin, on peut non seulement se révolter contre elle, mais la nier. Néanmoins, est-ce que quand on... Alors, c'est la question que je vous pose. Est-ce que quand on veut réduire la différence sexuelle ou s'en abstraire, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins
quelque chose qui se revendique, qui est l'écart. C'est-à-dire, c'est pas parce que la différence s'estompe. Aujourd'hui, on vit, je crois mondialement, un estompement des différences, en tout cas, par exemple, culturelles, puisque la mondialisation, bon, crée une sorte de uniformisation ambiante. De même, semble-t-il, là je suis mal informé, on vit, semble-t-il, une réduction de la différence sexuelle. Euh, En tout cas, on en sort de ce qui était cette sorte de, voilà, de nécessité imposée par la nature. Mais est-ce que ce n'est pas justement une invitation à repenser l'écart? Parce que c'est ce qui fait qu'on le désire, c'est l'écart, ce n'est pas la différence. La différence, elle range. Elle range dans des sexes séparés. C'est l'écart qui, lui, met en tension et, disons, j'imagine dans un couple homosexuel, c'est l'écart qui fait, qui crée le désir. Enfin, la question que je vous pose, en tout cas par rapport à cela, est-ce que, disons, parce que moi, j'en suis quand même à chercher à m'écarter le plus possible de ce que nous impose malgré nous le concept de différence. Parce que, bah, pour deux raisons très simples, c'est que d'une part, il range, il classe, il identifie, d'autre part, il laisse tomber l'autre. Puisque, bon, finalement, une fois qu'une différence est acquise, eh bien, reconnue comme telle, l'autre, par rapport à laquelle la différence est énoncée, se trouve, disons, mis de côté. Et est-ce que, disons, la ressource de l'écart, c'est justement, c'est ce qui pour moi relie au problème de la tension, c'est qu'il maintient en tension. L'écart, il maintient un regard, donc il ne se débarrasse pas de l'autre. Et donc, cette tension qui, dans son travail, me semble-t-il, pourrait être productrice. Euh, et puis, ma dernière remarque porterait. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous sur la recoïncidence. Le risque de recoïncidence qui est tout le temps, qui n'est pas un risque accidentel ou anecdotique, qui ne cesse de menacer la décoïncidence en elle-même, et je dirais de façon originaire. C'est que la décoïncidence, elle est transitoire, elle est, disons, elle est une façon de se sortir d'une adéquation parce qu'on en a perçu ce qu'elle avait justement de positivité mortelle ou aliénante, mais en même temps, donc, elle appelle la recoïncidence. Donc, on est dans une sorte de tentative, là encore, sans fin, de décoïncidence, de la décoïncidence, pour ne pas se laisser prendre au piège de la recoïncidence. Puis, j'avais une dernière question à vous poser, que je vous ai posée déjà, mais qui est ma question naïve. Naïve qui est, et c'est celle que j'adresserai à la psychanalyse par rapport au concept de décoïncidence, qui est-ce que toute cure analytique, alors voyez, je me mets dans la généralité la plus enflée, n'est pas une tentative pour l'analyste d'inciter une décoïncidence de la part de l'analysant. Est-ce que ce n'est pas, disons, l'objet même de la cure que de porter l'analysant à décoïncider d'une adéquation qui certes le fait souffrir sans doute, mais en même temps dans laquelle il se complaît. C'est-à-dire au fond, est-ce que le... Et donc toute la stratégie de la cure, euh, opérant de biais, opérant par tout ce qui, disons, est l'art de l'analyste dans cette façon de, on pourrait dire, de débloquer, de décaler, mais peut-être plus précisément de... Alors, on ne peut pas faire décoïncider l'autre, mais disons de créer des conditions par lesquelles, grâce auxquelles l'autre, l'analysant, puisse de lui-même décoïncider de ce qui le fait souffrir, mais à quoi il est aussi tant attaché par l'adéquation que cela lui fournit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, disons, enfin, c'est un peu ce que j'avais sollicité par rapport au concept de décoïncidence vis-à-vis de la psychanalyse, c'est est-ce qu'au fond, euh, la pratique de la cure et sa stratégie n'est pas de... Alors, le terme est difficile à préciser, non pas provoquer, ce serait trop fort, non pas suggérer, ce serait trop faible, mais disons d'induire, de favoriser ce qui serait une des coïncidences que seul le sujet analysant peut faire, mais qu'il ne peut faire que s'il a ce coup de pouce, n'est-ce pas, venu du dehors, et venu de l'analyste, de façon à quitter cette adéquation, justement, dans laquelle il s'est enlisé, euh, prise au piège peut-être de cette positivité qui en même temps le fait hurler.
Hmm. Merci Voilà, à titre de première. de vous répondre. Alors, comment, Esther? Françoise, tu pourrais fermer ton micro, s'il te Oui, plaît. mais je ne sais pas faire. Je demande à Esther comment. Voilà, exactement. Mais comment fermer? Concernant la première question, donc, sur l'adéquation dans ces trois domaines, qui est le point de départ, effectivement, mais avec l'idée peut-être que c'est cette adéquation qui pêche, en quelque sorte, qui fait que ça pêche. Et mon idée sous-jacente, c'est que ça pourrait ne pas être ainsi. Ce qui fait qu'il n'y aurait pas besoin de décoïncider de cette manière qui me paraît finalement un peu trompeuse. Donc, dans le couple, par exemple, justement, d'une adéquation par perte du sens de l'altérité au sein du couple. Là, je pense évidemment à tout ce que vous avez pu écrire, ou même à propos de l'intime, qui n'est justement pas de l'identité ni de la fusion. Dans le cas des dysphories de genre, c'est ce que je soulevais, c'est une hypothèse personnelle, c'est que peut-être les patients qui souffrent de cela, c'est parce qu'au départ, ils comptaient trop sur leur identité corporelle. Justement, ils n'avaient pas cette marge de jeu qui fait bien sûr que l'identité corporelle participe de notre identité, mais de manière relative avec d'autres éléments dans l'identité, et que du coup, de fait, ils adhèrent de trop à cette identité, ce qui fait que quand elle-même leur fait faux bond, avec la puberté, c'est la panique. Et à ce sujet, on a beaucoup souligné que dans les formes de transsexualisme, les choses évoluent beaucoup, donc après, il y a différentes formes, mais les formes les plus voyantes, en quelque sorte, c'était comme des caricatures de notre sexe, que les sujets qui souhaitent changer de sexe cherchaient à avoir, à travers l'apparence d'une femme en particulier. Ce sont des poupées, ce ne sont pas des êtres de la réalité. Et puis, dans le dernier point, je pense que c'est pareil, effectivement, je pense qu'il y a chez Lacan et les gens qu'il a pu entraîner avec lui, ou chez Ferenczi, un manque de recul par rapport à la pensée psychanalytique, comme si on n'avait pas ce souci que, me semble, Jean-Luc Donnet a très bien décrit, de toujours maintenir la conceptualisation en tension avec l'expérience. Et que du coup, on prend tellement la théorie au premier degré que, évidemment, elle est décevante et que, du coup, on la rejette. C'est ce qui s'est passé pour le lacanisme. Concernant la deuxième question sur la traduction, oui, je suis assez d'accord qu'il faut faire attention à ne pas édulcorer un peu cette tension. Et je crois que ça apparaît dans les citations, par exemple, de Steiner que j'ai reproduites. C'est tout à fait sa pensée. Il décrit vraiment la chose comme quelque chose qui est une espèce de travail extrêmement tendu. C'est vraiment entre le côté irréductible de l'objet que l'on veut traduire, enfin du texte qu'on veut traduire, et puis cette espèce d'élan qui fait qu'il va y avoir ces intuitions, mais en même temps on sait qu'on va se heurter à quelque chose qui va rester irréductible. Et ça c'est aussi, il me semble, la tonalité de ce que dit Ricoeur quand il parle de l'agonistique, que c'est de la dialogicité, il n'y a pas l'adéquation. Enfin, l'adéquation, on aurait pu dire coïncidence, c'est l'équivalence sans adéquation. Et je pense qu'ils ont tous les deux très bien décrit cette nécessité, cet intérêt d'une tension qui est maintenue. Et effectivement, je crois au fond que c'est ça qui pourrait être l'intérêt, si on veut maintenant le transposer à la psychanalyse, c'est que cette tension, cette conviction que on n'aura jamais tout à fait bien traduit ce que nous dit notre patient et qui persistera de l'incompris qui est le plus fécond.